Finally, build a community. No one does big things by themselves. Hi, I'm Alexa. Would you like to air party? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. Be the circle. Eh ben, écoutez, bienvenue sur le Community Show. Donc la seule émission consacrée au community building avec des community builders francophones, mais pas que. Ce sera un show qu'on va essayer de faire tous ensemble chaque mois. On invitera des community builders anglophones aussi, mais on donnera la part belle aux community builders. Aux community builders francophones avant tout. Air Party, en 2 mots, c'est un petit collectif de responsables de communauté au sein de boîtes. Il va y avoir aussi des fondateurs de startups qui sont orientés communauté. Et on a aussi quelques creators, donc c'est des solos qui font des podcasts, qui font des newsletters et qui essayent derrière ça d'embarquer en fait leur audience dans une expérience un peu plus interactive et un peu plus communautaire. Hey, donc c'est de nouveau bon. Ça y est, je suis rentré dans le multivers. Wow. Ok, super. Bienvenue Fabrice. On va te laisser la parole. Je te laisse te présenter. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui est extrêmement inabordé dans le community building, qui est l'angle un peu design pour développer sa communauté. Et toi, tu vas l'aborder sur l'angle un peu systémique, c'est ça? Et je te laisse enchaîner. Attends 2 secondes parce que c'est bon, excuse-moi. C'est juste que j'avais dans l'autre navigateur le décalage de toi qui est en train de faire Hey, bienvenue Fabrice. Enfin, bref, voilà. Donc c'est bon. Bienvenue. Niveau technique, je suis calé aussi. Comme tu le dis, moi j'avais envie de vous partager cette approche du design. Donc déjà, juste pour me présenter, donc moi je suis designer. Je bossais surtout sur tout ce qui est création de produits, de services à l'origine. Donc quand on parle de service, c'est très large. Ça peut être du service qui est sous forme d'application, ça peut être du service qui est dans des organisations juste pour les collaborateurs, ça peut être des choses qui sont dans la vie réelle, comme bosser avec des épiceries locales, des choses comme ça. Et pour faire mon travail, vu que c'est dans des domaines qui sont vraiment différents, j'ai toujours bossé un peu en communauté. J'ai toujours bossé un peu en écosystème, dans le réel. J'ai monté aussi une communauté de designers sur Lyon, passé un temps. Là, maintenant, je bosse dans un écosystème qui s'appelle un archipel. C'est un modèle de communauté qui est un peu particulier, un peu expérimental, avec plein de gens qui viennent de plein d'univers et d'horizons différents. Et en fait, ça fait du coup plusieurs années que mon cerveau de designer commence à se mélanger un peu avec la logique de communauté. Et je me suis toujours intéressé vraiment à qu'est-ce que c'était qu'une communauté, parce qu'on peut donner plein de noms à une communauté. C'est une communauté, il y a un écosystème, il y a groupe, il y a collectif, il y a tribu, il y a plein de choses comme ça. Et je pense que c'est ultra intéressant de conscientiser en fait les différences qu'il y a entre ces différentes manières de voir la communauté. Et en fait, de mon point de vue de designer, une communauté, on peut même appeler ça un système. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un système? Pour faire très simple. Système vivant. Voilà. C'est en gros, on peut tout voir comme étant un système. Par exemple, là, on est Alexandre et moi on stage. Et ben, on est 2 points d'un système. Et le fait qu'on discute ensemble, et ben, on est relié par une conversation. Et du coup, ce que vous voyez, vous, comme produit fini, comme service qu'on est en train de vous rendre, c'est une conversation online. Et en fait, voilà, c'est un mini-système qu'on a créé. Et si jamais on faisait une table ronde et qu'on rajoutait des gens, il y aurait 5-6 personnes. Et du coup, on commencerait à avoir un truc un peu plus complexe. Et bref, voilà, un groupe d'humains, c'est un système. Une organisation, c'est un système. Une ville, c'est un système. Et la planète entière et l'univers, tout ça, c'est des systèmes. Voilà. Et donc, l'avantage de voir les choses en système, c'est qu'on revient sur quelque chose qui est très simple et qu'on peut poser sur un papier, où on va pouvoir venir modéliser des choses visuellement. On va pouvoir venir connecter un petit peu ces choses-là. Donc là, j'ai pas de slide ou de choses que je peux vous montrer tout de suite. C'était vraiment pour faire en mode conversation, discussion. Mais n'hésitez pas en tout cas à demander si vous voulez voir des visuels. Mais vous pouvez en trouver sur Internet. Ceux qui ont déjà fait des mind maps ou des choses comme ça, c'est une première manière de faire des systèmes. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que c'est cool de faire des systèmes? Parce que, en fait, vous pouvez, alors même que
si on rentre dans le sujet de la communauté, alors même que votre écosystème, votre communauté n'existe pas, vous pouvez commencer à poser visuellement avec, soit tout seul si c'est votre initiative, soit avec les personnes avec lesquelles vous travaillez à la construction de la communauté, vous pouvez commencer à y poser visuellement sur une feuille en disant, voilà, on va avoir tel type de personnes dans la communauté, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils sont là par rapport à ci, par rapport à ça. Et vous allez pouvoir mettre toutes les couches, en fait, qui permettent d'imaginer à quoi votre système doit ressembler. Et donc, le fait d'être sur système, c'est très abstrait, ça peut faire un peu peur. Donc, derrière, après, il y a bien entendu plein d'outils et de méthodes pour pouvoir structurer un système. Et pour les systèmes communautés, c'est pareil. En fait, il y a des outils et des méthodes qui sont créés pour ça, pour pouvoir penser à toutes les couches et toutes les dimensions, parce que très souvent, quand une personne veut monter une communauté ou même monter un service, hein, d'ailleurs ça marche pour tout, on se dit bah voilà, j'ai une idée de service ou j'ai une idée de prétexte pour rassembler des gens, quel outil j'utilise? Et donc du coup, bah, là il y a des débats qui sont déjà sur l'outil en se disant bah faut que j'utilise Circle, faut que j'utilise Slack, faut que j'utilise Discord, et là on va partir dans des discussions sur les fonctionnalités qu'on va mettre dedans et toutes ces choses-là. Mais en fait, on en oublie plein d'éléments qui sont ultra importants et qui sont potentiellement à penser en amont de tout ça. Et donc, du coup, c'est toutes ces couches de système qui vont être, pourquoi est-ce que ces gens vont se réunir? C'est quoi l'intention qui est partagée entre ces gens? C'est quoi la raison d'être peut-être de tout ça? Euh, Est-ce qu'il y a des personnes qui vont être cœur à cette communauté? Est-ce que c'est eux qui vont animer et qui vont prendre toute l'animation de la communauté? Ou est-ce qu'on a envie d'avoir une communauté qui est complètement participative? Ça va être quoi les règles de gouvernance qu'on va vouloir mettre dans cette communauté? C'est quoi les temporalités de développement de la communauté? Quelles vont être les règles? Quels vont être les codes de fonctionnement? Quelles vont être les invitations qu'on va faire? Le rythme de croissance de cette communauté? Est-ce qu'on veut que ça croisse ou est-ce qu'on veut que ça vive tout seul? Enfin voilà, il y a X paramètres différents qu'on peut imaginer. Et on peut faire tout ça avant même de monter la communauté. On peut quelque part prototyper ça. C'est aussi dans les démarches design, c'est d'essayer le plus rapidement possible de pouvoir arriver à poser les choses pour pouvoir les tester. Et ben, cette approche design et cette approche en système, ça va vous permettre de tout simplement poser ça sur une feuille de papier et puis venir discuter avec deux, trois autres personnes qui sont intéressées par ça. Et plutôt que leur raconter qu'une grande histoire en essayant de leur vendre que ça va être la nouvelle communauté qui est géniale et que parmi toutes ces communautés qui se montent, et ben celle-là, elle est plus cool parce que du coup, il y aura ces gens-là ou ces trucs là-dedans. Bah, du coup, vous pouvez directement leur dire, bah voilà, il y a tel type d'intention, il y a tel type de personne. Tu vois là, du coup, il y a ça comme interaction, il y a la possibilité de faire ça, ça, ça et ça dedans. Moi, j'ai déjà prévu des temps forts sur ça. On va faire des shows, on va faire plein d'autres choses. La discussion va se faire autour de quelque chose qui est visuel. Et c'est là aussi où c'est ultra important, c'est cette démarche de prototyper, mais cette démarche aussi de pouvoir visualiser les choses avant même que ça existe. Et du coup, voilà, cette simple feuille de papier, elle permet de voir ça. Et les personnes vont pouvoir dire ce qu'ils en pensent en disant, bah, moi, je me vois bien dans ton système à tel et tel endroit, mais par contre, pour moi, il manque ça, ça et ça. Peut-être que pour gérer ton écosystème, il va te manquer ça, ça et ça. Peut-être que pour le budget que tu as, ben, en fait, il va falloir enlever ça, ça et ça, même si ça semble important. Et du coup, on va pouvoir avoir une première version de ce système. Voilà. Et donc, dans les démarches design, donc la logique de community design, c'est d'être capable de poser ça avec les différents parties prenantes de ce système, de le tester en amont, de pouvoir inviter des personnes qui seront potentiellement les membres de ce système ou les animateurs ou les intervenants ou voilà, je ne sais qui, et leur raconter l'histoire de la communauté en leur montrant ce petit système et en faisant des itérations, des améliorations avec eux. Et ensuite, quand on partira du principe que on a tout réussi à bien poser à plat, on va pouvoir se lancer là, à ce moment-là, sur l'expérimentation dans le réel. Et donc, c'est à ce moment-là, on pourra peut-être commencer à parler des outils ou des méthodes, mais on aura déjà pensé des choses avant avec plein de gens. Voilà, donc en gros, c'était un peu ça que je voulais des poser. règles du jeu, quoi. Ton système, c'est des règles du jeu. Enfin, juste pour la transition avec Mickaël derrière. Mais c'est une sorte de règle du jeu. Exactement, il y a les règles de fonctionnement et il y a aussi vraiment la visualisation de comment ça fonctionne. Donc, on peut mettre des scénarios dedans. C'est ça aussi le truc de l'approche design, c'est qu'en fait, on va imaginer des scénarios de comment la communauté va vivre dans les 3, 6 prochains mois, par exemple, et on va voir si le système est capable de gérer ce type de scénario-là. Et donc, après, même si on en revient sur un truc très concret, qui est l'outil, en fait, quand on connaît les intentions, quand on connaît les personnes qui sont dedans et quand on sait ce qu'on veut faire et qu'on a défini les règles, et ben en fait, l'outil, il vient de manière quasiment évidente parce qu'on se dit, bah oui, pour faire tout ça, on a besoin de tel outil. Donc là, il n'y a pas de débat en se disant c'est mieux Slack, c'est mieux Discord, c'est mieux. On est sur quoi là? Je connaissais pas du coup cet outil. Obi. Voilà, voilà, Ouais. exactement.
Là, il y a des millions d'outils. Mais sauf qu'au lieu de réfléchir par l'outil et ensuite de s'adapter à l'outil, au final, c'est ça aussi le risque, c'est quand on crée une communauté et qu'on commence par la fin, des fois, on va se retrouver à se limiter et à s'enfermer un petit peu sur des patterns un peu connus ou habituels. Là, quand on réfléchit à vite sur une feuille de papier, on s'offre la liberté de pouvoir faire tout ce qu'on veut et vraiment d'adapter la chose à ce qu'on a vraiment envie de faire. Ouais, Voilà. c'est hyper intéressant parce que sur ce côté système, un truc que j'ai remarqué, je sais pas si tu as remarqué aussi, mais c'est que le système, il est dans les communautés, pas sur les produits, mais dans les communautés, le système, les communautés, elles sont performatives. C'est-à-dire, en gros, ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, c'est pas le produit qui succède, c'est pas l'œuvre qui succède au maître, c'est l'œuvre qui précède le maître. En fait, dans toute forme de démarche de création et de créativité, il y a un artiste, un producteur, quoi. Enfin voilà, et puis derrière il y a l'œuvre. En fait, dans les communautés, c'est un peu l'inverse. Il y a un côté performatif qui fait qu'il faut déjà que les gens soient là pour que après la communauté prenne conscience d'elle-même. Et je vois ça, c'est qu'en fait, le fait de tous réunir, le fait de faire ce que moi j'aime bien appeler des artefacts de communauté. Par exemple, là, on est en train de faire un artefact de communauté, c'est-à-dire un produit typiquement construit par la communauté. Le fait de commencer par ça dès le départ, il y a un côté performatif, comme le simple fait de le dire, ça l'a fait exister, tu vois. Et je ne sais pas si dans tes systèmes, tu l'as remarqué ça, ou est-ce que tu l'as vu évoluer? Si, ouais, je te ferai l'analogie qui pour moi fonctionne de la même manière online que offline, mais le plus parlant, c'est quand même en offline, c'est imaginons un lieu, quand tu prends un lieu, il y a plein de gens qui se disent je veux monter mon lieu, par exemple. Le Ouais. lieu, pour qu'il puisse se passer des choses dedans avec des gens et que les gens soient actifs et que ça fonctionne, il y a des bases de système qu'il faut qu'ils soient fonctionnels. C'est-à-dire, il faut que ton lieu soit suffisamment grand, lumineux, agréable, avec du mobilier qui est confortable, avec des toilettes qui sont propres, avec potentiellement la possibilité de se faire à manger avec une cuisine. Enfin bref, comme la même manière qu'on réfléchit quand on veut acheter sa maison ou quoi que ce soit. Mais il y a des essentiels en fait de bien-être qui doivent être là. Et je pense que pour une communauté online, il y a des bases de système et des essentiels de bien-être qui doivent être là. Et ensuite, quand ça s'est posé, dès le moment où il y a des gens qui commencent à rentrer dedans, en effet, je te rejoins. Je pense que c'est ultra intéressant de pouvoir directement en fait les rencontrer, savoir ce que eux ils ont envie de faire dans cet endroit, et surtout dans les bases du système, c'est qu'ils soient bien accueillis et qu'ils soient invités à pouvoir faire quelque chose dedans par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Pas forcément venir rejoindre une fonction, parce que sinon c'est un peu le principe d'une entreprise. Quelque part, elle va recruter pour remplir une fonction, la personne est payée pour ça, elle va le faire. Là, la logique pour moi d'une communauté, c'est plus, tu as senti que dans cet endroit, il y avait une énergie qui correspondait à ce que tu avais envie de faire, parce que tu as compris un peu l'intention qu'il y avait dans ce lieu. Tu rentres dedans, tu comprends un petit peu, on t'accueille, on t'écoute, on te dit, par rapport à ce que tu m'as dit, c'est génial, parce que toi, tu pourrais compléter ça, ça et ça, si tu as envie. Et on te donne limite des kits en clé en main pour pouvoir organiser les trucs que tu as envie d'organiser. Et en gros, en l'espace de 30 minutes ou 45 minutes, tu es déjà invité à participer à la communauté. Et franchement, je trouve pas qu'il y a énormément de communautés où c'est aussi fluide. Et c'est pour ça que je pense que c'est important, cette logique de community design, c'est que tous ces éléments de système qui sont essentiels à la base, ça pour moi, c'est un commun en fait qui doit se partager entre tous les gens qui montent des communautés pour qu'au moins il y ait ça en fait de partout. Comme le fait que quand tu achètes une maison, il faut au moins que tu aies des murs et tu aies une charpente qui soit clean. Et puis après, tu peux faire ta déco à l'intérieur et mettre ton intention. Mais il y a quand même des bases qui sont nécessaires à mettre en place. Et c'est pas les outils pour moi qui doivent mettre en place les bases. Et c'est un peu le problème actuellement, c'est que tu vas ouvrir un Discord, tu vas avoir un onboarding, ça va te proposer de faire plein de trucs. Ah tiens, mettre un canal on stage au tissu pour faire des discussions. Du coup, ça t'ouvre la possibilité de faire ça. Tu dis, on va faire ça parce qu'on peut faire ça avec l'outil. C'est pas toi qui as choisi de le faire, c'est l'outil qui t'a proposé. Et c'est un peu ce que veulent les outils. Là, moi, je pense en community design, c'est vraiment de se dire, en fait, je vais repenser moi ce que c'est les fondations vraiment que je veux de ma maison. Et ensuite, en étant architecte, et ensuite, après, je vais faire du design d'intérieur avec les gens qui viennent chez moi. Et ensuite, on fera des événements dans ma maison avec les gens qui sont chez moi. C'est hyper intéressant. Je vais monter sur scène, Mickaël, pour que tu aies ton temps. Yes, à hello. toi, Salut, Mickaël. Ce que tu dis, Fabrice, qui est hyper intéressant, c'est que par design, penser une communauté par design ou un lieu orienté communauté par design, c'est finalement faire en sorte que ce lieu provoque les rencontres et les échanges entre les gens. Et ça, c'est vrai que les outils web, quand ça se passe en remote, online, tout ça,
les outils font plein de choses. À la fin, quand on est community builder, on ne sait plus sur quoi appuyer, quoi inventer, alors que l'outil, le Discord, il a un paradigme bien particulier, le Slack, il a un paradigme bien là pour faire que les gens se rencontrent. Il faut reprendre un peu les choses en main. Lisez un bouquin, lisez un bouquin qui s'appelle Get Together, qui a été créé qui a été rédigé par People and Company. Get Together, ça montre bien ça, que les bases d'une communauté, quand même, c'est les rencontres et les échanges, les shared activities entre les gens, et que par design, quand c'est bien pensé, ça facilite la vie du builder, quoi. Et juste pour compléter ce que tu viens de dire, je vous invite même à aller, pour ceux qui sont vraiment curieux, à aller un cran plus loin et à regarder un petit peu des papiers d'anthropologie, par exemple, parce que c'est vraiment là où c'est super intéressant. Tous ces gens qui, depuis 200 ou 300 ans, étudient le fonctionnement des communautés humaines, des communautés sociales, ben, eux, en fait, ils ont déterminé des patterns qui sont des modèles, en fait, qui sont les éléments nécessaires d'un système humain pour que, du coup, une communauté fonctionne bien. Et on peut s'en inspirer énormément. Et ben, ceux qui ont écrit Get Together, dans tous les cas, sont passés faire des tours sur des papiers scientifiques qui sont liés à la sociologie, l'anthropologie. Et voilà, c'est ultra, ultra intéressant. Super. Bah écoute, super inspirant, Fabrice. J'espère que tu reviendras chaque mois nous parler un peu de community design. Ça permettra de garder un peu, revenir un peu aux bases. On pourra rentrer dans le détail, dans le détail un peu des outils et des éléments de base justement de la communauté. On pourra faire ça avec plaisir, carrément. Super. Eh ben, merci, et n'hésite pas à revenir on stage si tu as envie de poser des questions à Michael. Michael, bah écoute, merci. Là, aujourd'hui, tu vas nous parler de gamification, mais j'ai envie de te dire, toi, c'est un peu la base. Yes. Nous, peut-être pour nous, peut-être pas. Donc, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Ouais, bah, dans l'idée, alors, je sais pas, on entend bien, hein, c'est bon? Yes. Ouais. Ok, super. Dans l'idée, on va juste déjà peut-être voir un peu pourquoi parler de gamification. Enfin, qu'est-ce que c'est déjà rapidement, même si tout le monde a une petite idée, mais souvent c'est bien de reposer de quoi on parle, surtout dans des buzzwords comme ça, et voir surtout en quoi ça se connecte avec nos petits sujets de communauté qui sont de plus en plus gros au fil du temps. Rapidement pour me présenter, du coup, Michael, je suis cofondateur d'une agence de gamification qui s'appelle Feedback, avec Alexandre Duhart. Et du coup, nous, on intervient, on va en parler juste après, sur pas mal de thématiques autour de la gamification. Une définition de la gamification. Nous, on insiste, et ça fait bien le lien avec ce que Fabrice disait avant. Nous, on insiste sur le fait que la gamification, c'est une méthode avant tout. C'est pas j'ai envie de faire du jeu, j'ai envie de mettre du jeu dans mon truc parce que c'est cool le jeu. C'est de dire qu'est-ce que je cherche à atteindre et qu'est-ce que je vais utiliser, comment je vais designer finalement cet usage de choses que je vais prendre dans le jeu pour l'appliquer ailleurs. Et donc, maintenant qu'on a dit que c'est une méthode, effectivement, on va prendre des mécanismes ludiques qu'on va appliquer à un processus, une application, une situation afin d'atteindre des objectifs spécifiques. Ça peut être aussi bien sur du physique, du numérique, et ça peut être aussi bien avec des objectifs du type engager, fidéliser, motiver, former, challenger, récompenser. Donc voilà un petit peu sur une définition rapide de la gamification. Après, effectivement, ça peut, typiquement, le sujet des communautés en est un, puisque justement, on a souvent on va en parler, des objectifs de passage à l'action, de changement de comportement quand on invite les gens à venir dans une communauté, à se rencontrer, à faire des choses ensemble. Voilà. C'est un champ qui vient du coup aussi, on va voir pas mal de choses qui viennent d'autres domaines, dans le sens où finalement on vient croiser des choses qui viennent de l'univers des jeux, du game design, du marketing, des approches centrées utilisateurs qu'on connaît bien aussi, et des sciences comportementales avec tout ce qu'on appelle finalement tout ce qui est autour du cognitif, des nudges en particulier, etc. Donc on va venir croiser plein de domaines. Et du coup, pour vous donner aussi rapidement une idée, chez Feedback, on utilise un peu cette classification-là des différents leviers d'engagement qu'on peut utiliser pour vous dire que la gamification, c'est pas que compétences et maîtrise avec les badges, les points et ce qu'on voit le plus quand on parle de gamification, mais c'est aussi des choses comme l'immersion, emmener dans un univers, la créativité, l'autonomie, penser au Lego, à Minecraft. Ça peut être vraiment plein de leviers différents. Il y a quand même plein de façons différentes que les jeux ont de nous engager. Donc, on essaye de puiser un peu partout là-dedans. Voilà un petit peu sur une définition rapide. Je ne sais pas. Alors, attends. Hop. Yes.
Du coup, déjà sur la définition, si jamais vous avez des questions aussi ou des choses, n'hésitez pas non plus que je puisse réagir en même temps. Tac, 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 je reprends aussi. Ouais, moi, Yes. j'avais juste une petite question. C'est sur le côté un peu à partir de quand tu commences à activer ça dans ta communauté. Moi, ce que je vois en général, c'est que les gens ils se posent la question de la gamification quand ils veulent faire passer des membres qui sont déjà engagés sur un level un peu plus supérieur, quoi. Ou inciter des gens qui sont dans un Slack à faire telles actions parce que Ouais. ça va remplir un peu le Slack. À partir de quand, toi, tu vois les leviers de déclenchement de gamification? À quel stade de maturité? En fait, je dirais pas forcément tout au début, même si ça peut être bien d'y penser, mais souvent il y a plein d'autres choses à penser d'abord. Nous, on va souvent travailler d'abord vraiment sur c'est quoi les objectifs précis, quelles sont les actions qu'on aimerait qui arrivent, qui n'arrivent pas. Un grand classique, c'est, je pense qu'on va en parler beaucoup ici, c'est comment on fait pour que les membres se reconnectent entre eux, qui commencent à parler, ce qui est toujours un peu bizarre au début d'aller connecter quelqu'un qu'on connaît pas. Mais ouais, Et c'est là, contre-intuitif, hein. typiquement, le jeu, la sollicitation ludique, j'ai des exemples après là-dessus. C'est une bonne excuse pour faire connaissance. On a l'idée des icebreakers dans la facilitation, etc. Mais voilà. Mais ouais, dès qu'il y a des problèmes, effectivement, on a envie de faire passer des gens à des actions, ça devient intéressant. Par contre, ça n'empêche pas que je pense qu'il faut avoir déjà designé pourquoi les gens ils sont là. Enfin voilà, si la communauté n'a pas de sens, on peut mettre toute la gamification qu'on veut. Ça sera compliqué de garder les gens sur la durée. Ou alors on tombe dans Ouais. d'autres choses. Ça devient un jeu, quoi. Ça devient un jeu. Ouais. La gamification, c'est quand moi je l'ai utilisé, c'est bien efficace pour taguer un peu le type de profil de membre que tu as. C'est-à-dire en gros les mettre. Je sais pas, moi j'ai cette grille d'analyse. Je pense que vous la partagez peut-être vous aussi, dans ceux qui nous écoutez. Il y a des membres qui sont très influents, très engagés. Vous voyez un peu cette matrice. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. En haut à gauche, il y a membres très influents, très engagés. C'est-à-dire beaucoup de réseaux et très engagés vis-à-vis de votre marque. Peu influent, beaucoup engagé, ainsi de suite, que vous avez 4 cases. Et en gros, si vous mettez des strates de level d'action derrière chaque action, en fait, il faut pouvoir récompenser en fait, ces personnes-là. Et vous ne récompensez que les gens qui deviennent extrêmement engagés et très influents. Et il y a des plateformes comme Discourse qui le font automatiquement. Je ne sais pas si tu avais vu passer ça. Discourse. Non, je crois pas, ouais. Ouais. Non, ça me dit rien. Tu associes en fait des actions de type si tu likes, si tu te connectes, si tu finis ton profil dans la plateforme, tu as des points. Ah oui, d'accord, et vraiment des barres de progression, des choses. Ouais, Ok, sur des community software. Ouais. ok. Tu as une Bah, question dans le public? Est-ce Ouais. qu'une bonne pratique de faire gagner des points à chaque fois qu'un membre participe à la communauté de Robin? De Robin. Les points, alors les points, les badges et les classements, de manière générale, c'est des choses qu'on a vues et revues beaucoup dans la gamification. Donc, c'est des choses qui sont relativement simples à mettre en place, qui marchent plutôt bien si c'est bien foutu, mais qui ont été surutilisées partout. Donc, je pense que c'est pas forcément évident. Après, c'est toujours une question, à quoi servent les points après? Est-ce que j'en reçois il y a un dosage aussi, un utilisateur qui vient d'arriver, vous lui donnez des points pour poster un message, ok. Quelqu'un qui a 200 posts sur un forum à son actif, il attend pas que vous lui donniez des points à chaque message, où il faut que les défis deviennent de plus en plus importants. On a vraiment une notion de parcours joueur, quand on est vétéran, on a besoin de plus grands challenges et de choses comme ça. Après, je pense que des systèmes de points, c'est bien et ça marche. C'est aussi après des questions de typologie de joueurs, entre guillemets, où il y a des gens qui sont très sensibles aux points, d'autres non. Donc, il faut prévoir aussi plusieurs façons de le faire. Pour certains, ça va marcher, d'autres moins. Si vous voulez, je voyais qu'il y avait une autre question aussi qui était sur les leviers d'engagement. Je peux repasser un petit peu dessus, alors sans aller dans le détail complet, mais déjà peut-être pour expliquer la roue que je montrais tout à l'heure. Je ne sais pas si tu la repartages du coup, Alex, ou je le fais. Ouais, vas-y, si tu l'as sous la main. Je vais le faire. C'est quoi? C'est la roue des actifs. Ouais, la version Ouais, à la c'est perte, ça. tout ça? Yes. Ouais, vas-y, le temps que J'y vais. je cherche. Yes. Alors, hop. Alors juste, du coup, je vous la fais pas en détail et tous les exemples parce qu'on n'aura pas le temps. Mais l'idée, c'est de se dire, en fait, ça, c'est simplement
issu aussi du fait de l'observation de tout ce qui existe et motive dans les jeux, en allant le découper en différentes catégories de choses qui nous motivent dedans. Donc, je vous la fais en très vite. Mes compétences et maîtrises, on va retrouver tout ce qui est de l'ordre de la progression, de montrer que je monte en compétences, d'avoir des challenges. Le sens, on va être dans je participe à quelque chose de plus grand que moi, je participe à une cause, je participe à quelque chose. Possession, c'est plus je vais gagner des biens virtuels ou matériels, je vais avoir des choses qui s'accumulent. Rareté et pénurie, on est plus dans les biais cognitifs autour du biais de rareté, de si c'est rare, c'est que ça doit être bien, donc j'en ai envie. Des choses qu'on va aussi retrouver dans les jeux avec des items qui sont peut-être voilà, plus durs à avoir, moins fréquents. Immersion, on est sur la narration et sur la réalité virtuelle, sur tout ce qui peut exister finalement pour nous plonger dans autre chose. Créativité et autonomie, c'est tout ce qui va laisser à l'utilisateur de la liberté pour créer des choses avec des briques, etc. Curiosité, imprévisibilité, on va être sur les machines à sous, sur les récompenses aléatoires, sur le fait d'avoir des choses à découvrir. Aversion à la perte, en très résumé, c'est si je ne prends pas cette opportunité, si je ne prends pas cette chose-là, je rate quelque chose. Et derrière, influence sociale, on est un levier qui marche plutôt bien dans les communautés aussi. C'est j'aime bien être avec d'autres gens, en collaboration, en compétition, en guilde, voilà, d'avoir pas mal de choses de ce type-là. Donc voilà, là c'est la version très rapide des leviers. Sur feedback, il y a des choses. Pour vous les expliquer un peu plus en détail, il y a entre autres un extrait du jeu des Gamificards, qui est un jeu de cartes en fait avec plein d'exemples de gamification, enfin de choses qu'on retrouve dans les jeux dans chaque catégorie, et dont un fichier avec 18 cartes accessibles avec 2 exemples du coup pour chaque. Donc si vous voulez voir un peu, et puis je pense qu'on aura l'occasion dans une autre chronique ou aussi à un autre moment de faire des focus plus particuliers sur différents leviers. Mais voilà, en fait on s'en sert surtout pour générer des idées par rapport à un objectif. Voilà un petit peu. Ouais, super. Et si vous voulez vous poser des questions pour le prochain Community Show, alors vous pouvez poser dans le chat là. A priori, si vous êtes intéressé sur le Community Building, rejoignez le Slack d'Air Party et posez vos questions dans le Slack. Comme ça, on préparera l'émission ensemble. Et donc, du coup, ça fera de l'expertise du contenu pour que Michael traite ça pour le mois prochain. L'idée, c'est vraiment là d'avoir une première approche de qu'est-ce que ça peut apporter, je pense. Et après, il y a 1000 sujets à creuser. Yes. Est-ce que je passe rapidement sur les... Je vous avais fait un très rapide passage sur sur le fait quand même que les jeux, en fait, ont déjà utilisé beaucoup le concept de communauté. Et on a de plus en plus de jeux communautaires. Est-ce qu'on voit toujours mon écran normalement? Yes. Ouais, avec Warcraft, ouais. Ok, donc vous avez World of Warcraft, qui est un jeu où les joueurs constituent des guildes pour aller finalement affronter des monstres de plus en plus gros, pour affronter d'autres guildes qui utilisent énormément cet aspect communautaire, et on se retrouve en grand groupe et on accomplit des challenges ensemble. Vous avez Minecraft, où vous avez des joueurs qui vont avoir construit des villes entières. Là, c'est une reproduction d'une des villes du Seigneur des Anneaux, où finalement les gens vont se mettre à plusieurs pour construire des trucs plus grands qu'ils pourraient faire s'ils étaient tout seuls à assembler finalement leur cube numérique. Et enfin, on a aussi des choses en vrai. Vous avez une communauté en France qui est la communauté autour du géocaching, qui consiste à aller finalement faire des espèces de caches au trésor dans la nature, et finalement après d'aller trouver ce qu'ont caché les autres à l'aide d'une application. Et c'est une communauté assez active. Donc finalement, les jeux, c'est marrant de s'inspirer des jeux pour les communautés, mais les communautés finalement ont aussi bien intégré ces dernières années les jeux comme levier de motivation. Donc on a vraiment une porosité entre les deux sujets aussi. Donc voilà un peu sur des exemples. Et après, j'avais envie d'aller sur quelques exemples. Alors j'en ai deux plus une ouverture sur des choses qui ont été faites vraiment dans du jeu pour renforcer des communautés. Là, c'est un exemple qui s'appelle Macon Money. Alors, le bouquin qui est cité à droite, qui s'appelle Locally Played, si le sujet des communautés locales vous intéresse, c'est vraiment un super bouquin, puisque en fait, ça parle de comment on utilise des outils ludiques pour renforcer des communautés autour d'un lieu. Et là, donc, Macon Money, c'est en fait, ils ont créé des espèces de faux billets de banque avec des symboles qu'ils ont répartis dans toute la ville. C'est en Géorgie, aux États-Unis, qu'ils ont fait ça pour inciter les habitants à se rencontrer entre eux et découvrir les commerces locaux. Et donc, en fait, ils distribuaient des moitiés de billets à chacun.
Et chacun devait après retrouver, alors soit par les réseaux sociaux, soit en demandant, soit plein de stratégies ont été utilisées, le détenteur de l'autre demi-billet pour finalement dépenser l'argent que générait le fait de remettre les deux billets ensemble dans un commerce local. Et donc, il y a eu plein d'effets de je rencontre des gens de ma communauté, finalement, la communauté physique de mon quartier, par ce jeu de je dois reconstituer le billet. Donc, c'est un exemple que je trouve assez intéressant. Et en plus, où ils ont été voir le jeu comme un outil de développement social et économique, plus que juste un divertissement et une animation. Donc voilà, sur un premier exemple. Et je vous ai mis un exemple plus récent et plus chez nous, puisque par exemple, sur la communauté feedback, on a fait récemment, et on parlait un peu de comment on fait que les gens se rencontrent et avancent entre eux. On a fait un peu un système de mission onboarding sur le mois de mai, de faire 3 visios avec des gens que tu ne connais pas, partager un exemple, une ressource, une question sur le Slack. Voilà, donc des choses très, très simples. Et en fait, une fois que les membres avaient auto-complété ce parcours, ils m'envoyaient un mail et puis on faisait un tirage au sort d'un lot derrière. Donc voilà, ça peut être aussi des choses pour dire aussi que la gamification, ça peut être des choses assez lourdes comme des choses assez simples. L'idée, c'est de bien garder en tête qu'est-ce qu'on cherche à provoquer. Ici, par exemple, c'était que les gens prennent le temps de faire des visios entre eux, là où c'est parfois difficile d'écrire à quelqu'un en disant « j'aimerais bien qu'on fasse une visio tout de suite ». Là, ils ont un peu une excuse pour dire « écoute, je veux participer au challenge, donc est-ce que tu es motivé ?» On leur donne un prétexte finalement. Et donc voilà, sur 2 exemples. Ouais. Et du coup, j'avais juste une ouverture là-dessus qui est, en fait, je suis à peu près persuadé, et je pense que c'est des choses qu'on pourra explorer pas mal, entre les leviers d'engagement où il y a plein de choses qui peuvent se croiser avec la notion de communauté. Le fait qu'on travaille à droite sur des systèmes de progression vraiment dans les jeux, on est sur des choses qui sont différentes pour la personne qui vient d'entrer dans le jeu. Les jeux vidéo, par exemple, ont des tutoriels extrêmement bien faits ces dernières années. Et un contenu différent aussi pour garder les gens sur la durée. Dans les communautés, on a le même sujet de comment je réussis très bien l'accueil dès le début et comment je fais aussi pour qu'il y ait un sens à rester et même à partager avec les nouveaux venus. Donc voilà, on a vraiment ces deux points-là. Et la boucle d'engagement, je pense que ça mériterait d'en parler vraiment plus en détail, mais on est sur comment je découpe les choses en petits objectifs atteignables avec à chaque fois un feedback d'ailleurs finalement sur l'action que je viens de faire qui me dit voilà, c'est bien, et puis l'action suivante, c'est ça. Et je pense que dans vos communautés, il y a aussi cette question-là de comment on fait pour que les membres sachent un peu qu'est-ce que je peux faire, comment je peux me rendre utile, comment j'avance. Et on peut aussi avoir un peu ce design de finalement, c'est quoi les boucles d'action que font nos membres dans nos communautés pour que finalement, ils se disent pas, finalement, je sais plus pourquoi je suis sur ce Slack ou ce truc-là. Donc voilà, trois ouvertures là-dessus, un pilier en tout cas, que je trouve intéressant à explorer dans les communautés. Ouais, de bonnes bases, quoi. Yes. Des super bases à travailler. C'est passionnant. Hein. C'est vraiment le jeu en général. Enfin, c'est des leviers incroyables. Écoute, super. Merci, Mickaël. J'espère que le mois prochain, tu reviendras avec d'autres petits focus aussi. Bonjour à tous, alors très content de participer à ce premier Community Show. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite analyse que j'ai faite sur Nike, qui publie énormément de contenu sur sa chaîne YouTube, et je vais vous expliquer comment ça va pouvoir vous aider, vous qui gérez une communauté, à attirer en fait plus de gens dans votre communauté. Donc on va vraiment travailler ici sur vraiment le levier d'acquisition grâce à de la création de contenu, et je vais vous montrer en fait les différents types de contenu que vous pouvez créer spécifiquement sur YouTube pour arriver à créer un sentiment d'appartenance et ensuite pouvoir potentiellement attirer ensuite les gens vers des communautés payantes ou pas, mais en tout cas où ils vont pouvoir s'inscrire, etc. Souvent le plus difficile, c'est de les faire venir, et il s'avère que c'est vrai que la création de contenu, c'est un très bon outil pour faire ça. Donc le cas Nike aujourd'hui, c'est parti. Alors j'ai prévu une petite presse qu'on va regarder ensemble. Juste avant de commencer, je voulais rapidement me présenter. Je m'appelle Momoran, je suis le cofondateur de Studio Majorel. Alors Studio Majorel, on est une agence de communication spécialisée justement dans la création de contenu sur le web, en particulier sur YouTube. C'est vrai que je suis tombé sur Nike en regardant leur chaîne YouTube aux États-Unis, qui est vraiment finalement presque un modèle pour nous dans ce qu'on aimerait faire en fait avec des marques. C'est pour ça que je vous partage un petit peu mon analyse aujourd'hui.
Voilà, j'aurais bien aimé être présent en direct avec vous. Là, c'est un enregistrement en différé pour répondre à vos questions, etc. Malheureusement, on a un tournage qui tombe en plein milieu de l'événement et qui va du coup pas nous permettre d'être là en direct. Mais en tout cas, la prochaine fois, ce sera avec plaisir. Et n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions potentielles directement sur LinkedIn, donc Momoran, ou par mail mo@majorel.studio. Allez, c'est parti pour la présentation. Alors c'est parti pour la stratégie YouTube de Nike. Donc aujourd'hui ils ont 1,66 millions d'abonnés sur YouTube. Mais évidemment ça s'est pas fait du jour au lendemain, il y a une évolution. Et je vous parle de ça parce que vraiment il y a quelques mois ils ont accéléré le mouvement sur des contenus vraiment novateurs. Ce que je mets là, voilà, ils sont passés au next level avec des formats dont je vous parlerai un peu plus en détail après. Mais juste avant de rentrer dans le détail de ça, je vais vous expliquer pourquoi en fait ces formats sont originaux par rapport à ce qui se fait déjà et pour moi même révolutionnent ce que font les marques de manière générale sur YouTube. Évidemment, Nike sont pas les seuls. Je donnerai d'autres exemples de marques qui font très bien les choses aujourd'hui sur YouTube. Mais voilà pourquoi. Alors, pour moi, il y a plusieurs niveaux dans la création de contenu sur YouTube, dont on peut dire que le niveau 1, il y aurait un niveau 0, ce serait pas d'avoir aucune chaîne YouTube, d'avoir une chaîne YouTube dans laquelle il n'y a pas de vidéo. Mais on va dire que le niveau 1, qui est quasiment un niveau 0 aussi pour moi, c'est la plupart des marques en général font de la pub sur le web ou même à la télé et vont stocker en fait toutes leurs pubs, leurs petits jingles de 30 secondes, 45 secondes, leurs petites vidéos publicitaires sur leur chaîne YouTube pour pouvoir faire du Google Ads parce qu'on est obligé pour Google Ads d'héberger les vidéos sur YouTube. On peut les mettre en non référencé, mais c'est vrai que la plupart des marques se disent bon tant qu'à faire, on va mettre les vidéos sur notre chaîne YouTube en public, comme ça, en plus des Google Ads, peut-être qu'il y a des personnes qui vont tomber dessus, puis ça fera des vues en plus. Donc là, je vous ai mis en exemple justement Adidas, qui eux n'ont pas encore une stratégie sur YouTube aussi poussée que Nike. Et évidemment, il y a des vidéos un peu plus longues qui sont pas juste des petits jingles de 30 secondes, enfin des petites pubs de 30 secondes. Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal où vous voyez 30 secondes, 50 secondes avec des 11 millions de vues, 3 millions de vues, 1 million de vues. Voilà, donc ça c'est en général, c'est pas les gens qui sont tombés dessus et l'ont regardé. En général, c'est plutôt ce qu'on appelle des pré-rolls, donc les vidéos qui apparaissent que vous pouvez skipper quand vous regardez une autre vidéo. Et elles sont hébergées ici. Donc ça, c'est le niveau 1, on va dire, de YouTube. Évidemment, on peut faire mieux et Nike fait mieux. Il y a le niveau 2 ensuite. Donc là, le niveau 2, c'est tout ce qui est toutes les vidéos, en gros, qui sont reliées à votre produit ou à votre solution ou à vos services. C'est par exemple des vidéos de témoignages clients qui expliquent comment ils ont utilisé le produit et comment ça les a aidés. Ou des études de cas. Si vous êtes dans les services, par exemple, de telle marque qui a travaillé avec vous et qui explique comment, ou vous expliquez comment telle marque a pu utiliser votre service et améliorer tel ou tel aspect de leur entreprise, etc. Des démos du produit, vraiment comment utiliser le produit, etc. Donc voilà, je vous ai mis des exemples. Par exemple, Samsung fait très bien ça. Au-delà de leur vidéo jingle, de leur petite pub de 15 secondes, il y a aussi toute une série récemment que j'ai trouvé de vidéos sur comment installer certains modèles de télé. Donc voilà, c'est des vidéos de 4 à 5 minutes qui expliquent concrètement comment l'utiliser. Donc voilà, très lié à leurs produits. Donc l'idée c'est vraiment que potentiellement il y a peut-être même un QR code quand vous ouvrez le carton qui vous renvoie vers cette vidéo. Mais vraiment là l'idée c'est ça s'adresse aux utilisateurs du produit ou du service. Passons ensuite. Je vous ai mis un autre exemple. Par exemple, Respire pour donner un exemple plus français. Pareil, ils font énormément de vidéos
sur leurs produits, à quel point ils sont efficaces, comment les utiliser, etc. Vraiment, ils essaient de parler de leurs produits. Je vous ai mis ça aussi en exemple. J'essaie de mettre aussi quelques exemples français pour, pour vous donner des idées. Ensuite, niveau 3, là, c'est un niveau qui est pas facile à atteindre parce que ça coûte cher. C'est les vidéos à gros budget. Donc, c'est des vidéos potentiellement entre 30 secondes et donc parfois on peut considérer que les pubs sont des vidéos à gros budget, mais là je veux parler plus de films de marque, potentiellement 2-3 minutes, voire même des fois des vrais films d'1 heure qui vont parler d'un sujet qui touche la marque, mais qui n'est pas la marque en direct. Donc je vous ai mis des exemples. Par exemple là, Lyft, je sais plus en quelle année c'était exactement, mais ils avaient fait un court-métrage d'animation qui racontait voilà une histoire inspirante qui était liée évidemment à une personne qui dépose des gens, mais qui parlait pas du service ou du produit directement. Donc c'était magnifique, ça a fait plusieurs millions de vues. Je sais pas si je peux vous le jouer tout de suite. Bon bah je vous invite à aller voir directement sur YouTube. Ça s'appelle Life is Better When You Share the Ride. Donc vraiment c'est ce type de vidéos qui sont vraiment belles à regarder, mais le problème c'est qu'elles sont assez chères à produire. Du coup, la dynamique de YouTube qui est d'avoir de la récurrence, donc d'avoir un format qui revient, d'habituer les gens à des formats et de les faire revenir sur votre chaîne souvent, bah là c'est plus difficile. Ça va pas vous ramener des abonnés ou en tout cas des gens qui vont rentrer dans votre communauté. Ça va simplement améliorer l'image de marque, etc. Ce qui est déjà un gros objectif. Mais là, puisqu'on parle de communauté aujourd'hui, on va dire que c'est pas, je l'ai pas mis au top niveau puisque c'est pas, ça remplit pas l'objectif à 100% et c'est très difficile de le reproduire. Vous pouvez pas, si à la limite vous arrivez à sortir une vidéo comme ça chaque semaine, peut-être. Mais dans ce cas-là, vous êtes Netflix ou peut-être Disney. Mais en dehors de ça, c'est très compliqué. Ensuite, passons au niveau 4. Donc là, le niveau 4, c'est les vidéos, moi ce que j'appelle SEO, donc sont très axées sur le référencement, sur ce que les gens vont taper. Donc évidemment, dans le niveau 2, il y avait des démos et des tutos, mais là, c'était vraiment lié au produit. Là, l'idée, c'est de faire des tutos, des recettes potentiellement, même du coaching ou parler des news, mais sans parler vraiment du produit, de la marque, mais juste en adressant la même cible. Donc, on pense tout de suite, évidemment, Nike, typiquement. Ils avaient avant, donc là, c'était il y a 1 an, une stratégie typiquement là-dedans, où il y avait des recettes pour le sport, donc avec pas trop de calories, mais qui permettent d'avoir un bon équilibre alimentaire, des vidéos de sport, donc d'exercice, etc. Évidemment, c'était pendant le confinement, donc ça tombait pile poil. Et ce qui est bien avec ce genre de vidéos, c'est qu'elles vont, au-delà de la communauté, être poussées par YouTube parce que c'est des sujets que les gens vont taper dans les recherches. Comment faire un healthy prep meal. Typiquement, il y a plein de gens qui tapent ça et ils vont tomber sur la chaîne de Nike. Donc, c'est pas mal pour l'awareness de la chaîne. Mais c'est vrai que c'est des contenus qui sont quand même très assez uniformes. Il y a une récurrence, mais vraiment là, l'idée, c'est d'apprendre. Donc, il n'y a pas un contact direct avec la communauté. La personne qui parle va pas vraiment s'investir personnellement dans le contenu, etc. C'est pour ça que le contenu, le niveau 5 devient vraiment intéressant. Donc là, on parle vraiment d'un niveau qui est pour moi hyper intéressant pour arriver à créer un sentiment d'appartenance avec la communauté, etc. C'est ce que j'appelle les vidéos réalité. Donc c'est vraiment de parler un peu du derrière de l'équipe, par exemple, de votre entreprise, ou vraiment pas s'arrêter au produit ou au service ou apprendre quelque chose, mais là vraiment de montrer qui travaille dans l'entreprise, de montrer un objectif. C'est pour ça que j'ai mis Building in Public. C'est le genre de vidéo qui vous montre le suivi, en gros, sur plusieurs épisodes d'un gros objectif que peut se donner une marque ou une entreprise pour arriver soit à des objectifs internes, par exemple, je sais pas, arriver à 1 million d'utilisateurs et puis on les voit chaque semaine. Si par exemple la cible c'est des entrepreneurs, ça peut être intéressant pour des entrepreneurs de voir une autre entreprise progresser.
Ou alors, si votre cible, je sais pas, c'est plutôt des sportifs, ça peut être intéressant. Moi, je suivais un podcast d'une personne qui était hémiplégique du côté droit et qui devait, au fil des épisodes, s'entraîner pour arriver à faire un marathon. Donc là, typiquement, c'est le genre de contenu qui serait parfait pour Nike, où on suit cette personne évoluer au fil des épisodes. J'ai mis aussi curation, donc ça peut être le fait de faire un peu ce que je fais aujourd'hui, de prendre en gros votre communauté, de se dire qu'est-ce qui les intéresse et d'aller chercher pour eux toutes ces infos, ces nouveautés et de les représenter d'une manière sympathique et intéressante chaque semaine. Ou encore, j'ai mis parodie, mais c'est pour dire généralement, en gros, reprendre les formats populaires de YouTube et se les approprier en tant que marque. Ça peut être par exemple les vlogs. Je vous ai mis justement en exemple une chaîne que je regarde pas mal en ce moment, la chaîne de Lemlist, en tout cas la chaîne de Guillaume Bèche, où justement lui il fait des vlogs où on peut voir l'évolution de sa boîte, certains où on va voir comment il a epic fail, comment ils ont complètement échoué sur un projet, ou leur kick-off annuel, ou même la vidéo qui était la plus populaire, je crois que c'était celle où il expliquait comment il avait réussi à lever je sais plus combien de millions pour finalement refuser. Donc ça va vraiment être intéressant, ce type de vidéo, pour créer un sentiment de proximité en fait avec votre communauté. Là, dans ce cas-là, il s'adresse à des entrepreneurs, donc c'est logique de montrer l'envers du décor de son entreprise. Mais si par exemple vous avez une marque, par exemple de cosmétiques, ça peut être intéressant de suivre une personne qui fait par exemple une transition entre certains produits vers d'autres pour voir l'évolution. Enfin voilà, je donne des idées comme ça, mais vous avez compris le principe. Et enfin, le dernier niveau, le niveau 6, c'est ce que j'appelle les formats originaux. Donc ça peut être des talk-shows, ça peut être des jeux, des reportages. Vraiment, l'idée, c'est d'arriver à créer des mini-marques à l'intérieur de votre marque, qui sont des formats vidéo récurrents, qui reviennent potentiellement chaque mois ou chaque semaine. Et là, l'idée, c'est vraiment de vous placer en tant que, au-delà de juste montrer votre entreprise, etc., mais de devenir un média à part entière comme Combini ou Brut. Et c'est là, en fait, que Nike a vraiment marqué un grand coup pour moi. Ils ont réussi à créer ces formats-là, dont je vais vous parler un peu plus en détail maintenant, que je vous invite à aller regarder parce que vraiment, ça vaut le coup. Ou, par exemple, Playlist, c'est un format de jeu où donc c'est fait à distance, donc on voit un athlète qui se filme lui-même, qui doit jouer en gros une espèce de roulette où il tombe sur certains gages qu'il doit faire, etc. Donc c'est vraiment sympathique. Come Through, c'est sur les femmes athlètes, donc c'est une série c'est pas vraiment des débats, c'est des talk shows, on va dire. Idem pour Black Disruptors et Ultrasound. Black Disruptors, donc c'est lié à tout ce qui s'est passé avec le mouvement Black Lives Matter. Nike a pris des positions là-dessus et donc a suivi avec ce type de contenu où ils font parler des athlètes issus de la diversité de leurs enjeux, etc. Donc c'est vraiment inspirationnel. Et Ultrasound, j'aime beaucoup, c'est un peu un mix des deux. Donc c'est des femmes donc qui parlent de leurs conditions d'athlète, mais qui sont enceintes ou qui ont eu des enfants et qui parlent du fait de comment mêler les deux. Donc voilà, des sujets vraiment sociétaux ou très très poussés. Et athlète cookbook, donc là on est entre l'inspirationnel, on va dire santé, et le jeu, puisqu'on voit en gros des athlètes qui vont faire des recettes, puis certains cuisinent bien, certains d'autres moins bien, donc voilà, on voit vraiment ça. Et il y a d'autres formats qui existent sur la chaîne, je ne les ai pas tous mis. Il y a même un talk show, pas un talk show, une sorte de sitcom qu'ils ont créé, donc vraiment très très novateur, et c'est ultra bien produit, mais quand même avec une logique de récurrence, c'est-à-dire qu'on revoit les mêmes décors à chaque fois, donc potentiellement ils doivent tourner plusieurs épisodes la même semaine pour diffuser sur plusieurs mois. Vraiment, il y a une logique de production sur le long terme, comme une série, plutôt que de faire des gros coups, mais de ne pas arriver à avoir le suivi. Je vous ai trouvé aussi un exemple français que j'ai adoré, sur lequel je suis tombé, je crois, quelques jours. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est un jeu de bricolage fait par Brico Dépôt qui s'appelle Brico Warriors. Donc là, on cible les bricoleurs, évidemment, leur communauté principale.
Et donc là, l'idée, c'est deux personnes, deux bricoleurs qui s'affrontent dans un jeu avec des épreuves. C'est vraiment, on dirait, quand on regarde Top Chef, mais version bricolage, c'est super bien produit. Et j'ai regardé l'épisode en entier du premier coup et j'attends avec impatience les prochains épisodes. Ça m'a tout de suite donné envie d'en voir plus. Donc, je vous invite à aller regarder ce format. C'est intéressant dans la partie plus jeu. Et enfin, pour faire un petit peu de pub pour Studio Majorel, un format un peu plus classique, peut-être plus accessible, un format récurrent et inspirant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a produit nous avec un de nos clients. Donc, c'est une agence SparkMate qui fait de l'ingénierie, donc qui développe des prototypes pour des startups qui veulent développer un prototype ça va du casque pour faire du vélo jusqu'à la fusée, la mini fusée, prototype de fusée. Donc vraiment, ils sont très forts là-dessus et ils voulaient montrer justement cette innovation et leur approche de développement de produits qui est vraiment originale. Et donc ils l'ont fait à travers des interviews. Donc c'est un podcast vidéo qui est disponible sur leur chaîne YouTube qui s'appelle Dessine-moi un produit, où le fondateur de la boîte Morgan va interviewer différents soit CTO, soit CEO de startups qui ont développé un produit hyper innovant. Donc il y a eu par exemple Quentin Sagné qui est le fondateur de Vialet et aujourd'hui Greenback. Voilà, je vous invite à aller voir les autres. C'est vraiment intéressant et ce format a vraiment été intéressant pour eux parce qu'il leur a permis de créer cette proximité en fait avec tous les gens de leur écosystème, que ce soit des nouveaux ingénieurs qui ont postulé chez SparkMate par la suite parce qu'ils ont adhéré avec la vision du fondateur, des nouveaux clients évidemment, ou de manière générale, juste d'exister en fait dans cet écosystème des startups et des ingénieurs entre guillemets, en tout cas à l'échelle française. Et là, leur projet c'est de répliquer ensuite l'année prochaine en anglais. Voilà, j'ai quasiment terminé, c'est bien, ça fait 16 minutes. Avant de terminer, je voulais vous parler d'un dernier petit aspect dont je me suis rendu compte en faisant cette presse et je pense que le parallèle est intéressant. Je vous ai montré donc ces 6 strates, ces 6 niveaux sous forme d'une pyramide et quand on pense à la pyramide, on pense aussi à la pyramide de Maslow et c'est vrai qu'il y a des similarités. Donc la pyramide de Maslow, pour ceux qui connaissent pas, même si c'est quand même très populaire, donc c'est la pyramide qui montre les différents niveaux de besoins de l'être humain. Donc on commence toujours par avoir besoin en bas de la pyramide de remplir ces besoins-là et ensuite on va de plus en plus monter dans l'échelle des besoins. Donc les besoins les plus importants à satisfaire pour l'être humain, c'est tout ce qui est physiologique. Ensuite, c'est tout ce qui est sécurité, safety, belonging, donc c'est le sentiment d'appartenance, estime, donc c'est self-esteem, donc le fait de s'aimer entre guillemets, d'aimer voilà sa personnalité, ce qu'on sait faire, son métier, etc. Et le dernier niveau, c'est self-actualization, donc c'est le fait de remettre en question ses valeurs, d'évoluer mentalement, d'être inspiré à penser autrement, etc. Donc ces niveaux sont remplis vraiment dans l'ordre de bas en haut et tant que le niveau du bas est pas rempli, on peut pas monter généralement, on va pas être intéressé par le niveau du dessus. Et j'ai fait le parallèle parce que finalement, je vous parlais à gauche juste avant de la pyramide avec les 6 niveaux de YouTube, on peut retrouver un peu ces niveaux, on peut faire le parallèle avec la pyramide de Maslow où finalement les niveaux 1 ou 2 où je vous parlais finalement c'était les niveaux où on avait tout ce qui est stockage, donc des pubs finalement, ou des témoignages clients, études de cas, démos produits. Donc là, on est sur, j'ai mis produit, UX, user experience. Donc là, ça correspond vraiment aux besoins physiologiques. Donc j'ai besoin du produit pour travailler, pour faire du sport, pour ma santé, etc. Tout dépend évidemment de votre produit. Ensuite, le niveau 3, donc tout ce qui est preuve sociale, c'est les vidéos qui vont plus montrer les gens qui sont satisfaits du produit, des études de cas, etc. Donc là, pour moi, ça correspond un peu au niveau sécurité. Ensuite, niveau 4, donc tout ce qui est vidéo tuto, on va apprendre des choses, pareil, je pense que c'est lié à la fois, c'est
plutôt le sentiment de sécurité, puisque plus j'apprends, plus je vais être à l'aise dans mon travail, si je fais du bricolage, bah voilà, je vais le faire bien, etc. Et ensuite, les niveaux 5 et 6, donc faire partie d'une communauté, pour moi, bah, c'est le sentiment d'amour, d'appartenance. Et le dernier niveau, tout ce qui est inspiration, motivation, divertissement, parler de sujets engagés, etc. Bah, on correspond plutôt aux besoins d'auto-actualisation. Voilà, je trouvais le parallèle intéressant pour vous amener à penser un peu plus largement, finalement, aux besoins de votre communauté. Potentiellement, on peut même faire le parallèle après, une fois que les gens entrent dans votre communauté, au-delà de YouTube, vraiment, si par exemple vous avez une communauté, je sais pas, sur Slack ou sur Circle, comment vous arrivez à remplir ces différents besoins, ça peut être intéressant de se poser la question. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé jusque-là. J'aurais été ravi de pouvoir répondre à vos questions. Je suis sûr que vous allez pouvoir les poser à Alexandre s'il est là. N'hésitez pas à m'envoyer un mail mo@majorel.studio pour toute question ou directement sur LinkedIn. Ce sera avec grand plaisir. Et je fais monter sur scène Marion qui me rejoint pour interviewer Alex. Hello Alex. Hi. Hello, how are you? Hi. That's fine. Very pleased to welcome you on the first community show. Mario, I will let you drive the interview, okay, with Alex. Yeah. Alex, so thanks to be there. I know that in Spain you are the innovation guy, so and the community guy. So just let's begin the show. Yes. Thank you. Yes. So, hello, everyone. I'm Marion. I create a community of digital professionals in Latin America. We launched it in 1 month, so I will tell you more about it during the next community show, which I remember you is every last Thursday of the month. So I'm happy to welcome Alexander today. We met together in Barcelona as there is 1 month ago. I really love his innovation and growth approach to communities. And today we will try to answer to the incredible question, how to go from a product-led growth strategy to a community-led growth strategy. But before starting, Alexander, I'll let you introduce yourself in a few words. Yeah, thank you, Marion, and also thank you, Alexander, that we are like, I think that all the community guides, we need to support ourselves, no? So I think that this type of forums is like the best place to do it, no? So, well, first of all, I'm like Alexander Fimester, as Marion already said, and basically I am doing like 2 things, no? The first one is like generating the communities for some companies. Nowadays, I'm generating more than 4 communities for different clients, but I already have created like more than 20. And also, I am co-partnering or helping large companies to generate its own ecosystems. Okay, so basically, I work in these 2 models, no, like communities and ecosystems. And that those that I work best. Okay, great. Bueno, to start smoothly, can you share with us which are the community trends for you? Well, there was like a question that I've been like thinking quite a lot in these terms, but I think that there are like at least 4 or 5 things that we can find in several places, no? Like the first one is like some contradictory, but it's like more censorship, yes, versus less censorship. No, for example, we are seeing like, for example, in Twitter, we are starting to see like a lot of censorship on the things that like the community are saying, no, but later we have companies like Parler, no, that they are completely free to say whatever they want. No? So we are
seeing like these two things, like censorship is like one of the trends that we are going to see during the next month and years. The second one that I would say is like the emerge of crypto and the merge of making everything like gamified and crypto design, no, in everything that we do. For example, we are seeing like several examples nowadays on how tokenizing everything means more engagement in a lot of communities, no? For example, in Kink, that is like one of the largest communities that later we will talk about it. They are doing this type of things in order to generate like more engagement, no? So it's like another trend. And another thing that I would say is like the rise of auto sharing in different networks. Okay, so this is like another thing that I think that we can expect to grow. The concept of, okay, now we need to auto share our content or our main thing in not just one community, but in several networks and in several communities in order to grow our audience. No? So basically, they're like most of them, like the three main concepts that I would say. Okay, great. Mm-hmm. Yeah, that's it. Okay, and about the growth, in addition to the notion of innovation, community are a growth technique for you. Can you tell us about the return of investment of community? For example, if you have some metrics to share or to measure it, to understand more this aspect of community. Yeah, here I will tell like two different things. Huh? Like the first one is like how can we measure our own communities? That I always use 4 KPIs, but I think that maybe you can put like other KPIs, or Alexander can put other KPIs. Or this is like one thing that we can do like ad hoc for each company. But for me, I like 4 KPIs. Okay, like the first one is like, okay, how the community members growth. Yeah, so this is like one concept. The second one would be like the community contribution growth in each month or in each week or in each year. The third one would be like the community satisfaction that we have. And the third one would be like the community engagement. No, so here is like the big part that we have to accomplish. That is, okay, how can we measure like this engagement? No, so this maybe later we can talk a little bit more about it. But for me, basically, is okay. If you are in an online community, you have to measure it in one way, and if you are in an offline community, you need to measure it in another way. No, for example, if you are in an online community, how would you measure it? Okay, so you will measure it for how many activations did you have like during this period of time, or for example, how many clicks like your community members had in like the post that you publish, no? Or like the time or the frequency of this person to do an action with you, no? So this would be like one part, and the other part in the offline, just I will try to traduce very quickly that what you say for person who don't super understand English. So parenthesis. Okay. Du coup, de ce que nous dit Alexander, en gros, il utilise pour lui 2 principaux KPI. Le premier, enfin 4 en tout. Les 2 premiers dont il nous a parlé, on est vraiment sur un nombre de membres présents dans notre communauté, ce qui paraît assez logique. Et le second est vraiment sur toute la partie engagement. Et donc, du coup, partie engagement, toute cette notion d'interaction qu'on peut avoir. Ces premières notions de KPI ont été apportées plutôt sur des communautés en ligne. Et là, on va parler sur, du coup, la partie communauté offline, du coup.
Alex, juste petite parenthèse, j'ai pas accès au chat. Je suis toujours sur le module backstage, donc du coup, s'il y a des questions, ne pas hésiter à passer par le Slack. Yes, we listen, Alexander, for offline community. Yeah, like in the offline community, what I would say is like maybe we can go more in like how many people came in the last event, for example, and how many people came in the event that we are doing like right now. No, like there's like one part, and the second part is like, okay, how many activations did we accomplish in this event, for example? No? So how many people did they communicate and communicate between them? No, so this will be like how I would structure like these key metrics. But it's like membership, yes. The second one is like contribution, satisfaction, and engagement. No, so these are like the 4 metrics, and in each of them we have to make it and to make it like ad hoc for each company, because each company would have its own key metrics in this term. Ok, donc pardon, on est du coup sur 3 métriques, le membership, la contribution et la satisfaction, et du coup on essaye de rentrer un peu plus dans le détail de comment mesurer ces 3 points-là. Yes, your turn. Okay, so later on, I think that you said before, no, that we need to focus this in innovation and in communities, no? So I think that there is like key indicators if one startup is going well or not in order to build like its own community, no? Like, and I think that it's more like cultural things, maybe, yeah. And I would say here like 5 points. Like the first point is like, okay, like I think that it's so important to measure like the MVP speed of the startup. So how many MVPs can we do for our community and for our product during this month or during this week or during this year, like in this period of time? So for me, it's like so important, like the MVP speed. Why? Because if we are using like the community in order to generate our own product, we need to test a lot of times with the community, yeah? Because if we test more, in the end, we will get more. And this is one of the main benefits of startup. Ok, par rapport aux startups notamment, en fait, ce qu'ils suggèrent, c'est de faire des MVP speed, donc vraiment de pouvoir tester en fait sa communauté et de pouvoir récupérer un maximum de feedback pour chacun des tests pour justement améliorer sa communauté au lancement et l'améliorer au maximum sur cette phase-là. Yes. Yeah. The second one would be like one big one big concept that is like community, like the community first and the software second. For me, like quite important, this one, because what we are doing nowadays is like we create first our software or our product and later on our community. But in the end, what that will give to us is like the inverse way, no? That we will end up with our product or our software, and that's it, no? So for me, it's like quite important to first focus on the community, at the same time working like in your software or in your product, but putting more attention in the beginning in your community than in your software. Ok, et du coup, d'être vraiment sur une réflexion de community first, donc vraiment d'axer son énergie, son développement plutôt sur la communauté et ensuite sur le software quand on développe du software. Parce que justement, les retours qu'on va avoir de notre communauté va nous permettre d'améliorer du coup le produit en question sur lequel on est en train de travailler. Donc du coup, de prendre les choses à l'inverse, parce qu'on a tendance à faire, même pas tendance, je pense que ça se fait quand même globalement comme ça, de le prendre à l'inverse et du coup de s'axer en priorité sur la partie communauté. Yes. And later we have like another one that for me is like one trend too, that is like
those startups that are building in public. Okay, because it's like one big one big concept that a lot of startups are starting to use, that is building in public. Okay, so what gives this to you? Like, the first concept is that you don't have like just a directional, like one direction, like from your company for your audience. It's not like this bi-directional. So it's like first you give to your company, to your audience, and later your audience gives to you. Okay, so when this happens is when really communities make sense, because it's when the company can take value from the community, and the community can take value from like the company, because they are helping them to grow. Ok, j'ai pris un peu d'avance du coup sur ce qu'il disait, dans cette notion où du coup la communauté, les retours de l'audience et des gens qui vont consommer le produit en question vont permettre d'améliorer le produit. Et donc du coup l'idée c'est d'avoir un focus, d'être attentif réellement aux deux pour pouvoir que les deux se rencontrent et peuvent s'alimenter réciproquement plutôt. Yes. And that's it, because later I'm seeing like other things that maybe like more cultural things, like for example that maybe those bootstrapped communities are later saying that maybe they want like a VC, no? So this for me like quite important. For example, like 2 or 3 years ago, I lived like one experience that I was like in a co-working, like as a head of community of the co-working, and later on we were like so focused on the community, yes, and that made like we were like growing as a community and as members, no? When a big company put like some money into that, like this startup, in the end what happened was like we lost like the focus in the community, because we wanted just to grow, no? But in the end we didn't take care of the community, and we lost most of the community. Yes, so this is like one big concept here, no? That now startups are starting to say, okay, do I want to take like a VC with me? Yes or not? No? This is like a question. Ok, donc du coup, les startups ont commencé à se donner un peu cette réflexion de placer la communauté au centre. Je pense que on est tous là aussi convaincus de cette utilité-là. Et du coup, il donnait l'exemple d'un espace de coworking sur lequel il est intervenu. Et du coup, en fait, il s'est focus sur la communauté, faire grandir la communauté des gens qui participaient à ce coworking. Et du coup, d'ailleurs, ça fait un peu écho à ce que disait Fabrice au début, de récupérer le ressenti des gens, etc., pour améliorer le lieu, etc., etc. Et en fait, ils ont changé un peu de fusil d'épaule, si je peux dire, en se disant mais non, mais nous on veut grossir, et donc du coup en oubliant du coup les gens qui étaient présents dans ce coworking. Et donc, du coup, forcément, ça arrive à des résultats beaucoup moins bons, puisque qui utilise ce coworking, ce sont les coworkers. Et donc, du coup, voilà. Alex, t'es rentré. Et, le oui. micro, évidemment. Ouais, c'est vraiment hyper intéressant cette démarche de community-led growth, parce que elle est vraiment elle est pratiquée aux US. Il y a peu de boîtes francophones qui la mettent au centre, mais par contre, le peu de boîtes qui l'appliquent, c'est des boîtes qui grandissent plus vite que les autres. On va accueillir Ilias. Ilias, tu nous entends? Hello, ça va bien? Ouais, écoute, merci de venir sur le premier Community Show qui fait la part belle aux incroyables community builders de la francophonie. Écoute, Ilias, on s'est rencontrés il y a quelques années au Web Summit. Ouais. C'était à cette époque où il y avait des gros salons et on pouvait. Écoute, ça va revenir bientôt, hein, en espérant que tout le monde fasse son double vax là, puis on va recommencer à hangout. C'est fou hein, quand on y pense, hein, les soirées après non mais c'est tout ça, c'est
C'est dingue. Aujourd'hui, on parle derrière un micro. Bon, c'est bien, mais… Bah, tu vois, par contre, la différence, c'est que ça permet que toi, moi, on soit live à l'heure actuelle, là, ce qui serait un peu compliqué de prendre un billet Montréal-Paris ou Montréal ou autre là, pour 1 heure ou 20 minutes de discussion. Là. Donc, il y a des avantages de l'un ou l'autre, là, puis ça permet aussi de bâtir des communautés sans se limiter géographiquement quelque part. Ouais. Alors, je pense que les gens qui nous écoutent ne savent pas très bien qui tu es. J'ai présenté un peu, j'ai un peu chauffé en disant que tu étais le mec de Montréal qui avait fait l'écosystème tech. Écoute, présente-toi parce que les gens n'en peuvent plus d'attendre. Non, c'est drôle parce que quand tu m'en parlais, une des choses que nous, on pousse puis que je fais chier mes équipes à force de le répéter, c'est toujours under promise, over deliver. Parce que le bonheur, c'est la différence entre les attentes et le résultat. Et donc, j'espère que tu n'as pas mis la barre trop haute parce que là, sinon, moi, je vais m'en aller. Ouais, le delta. Blague à part, on peut parler pendant des heures. Puis je pense que tu es un passionné. Et puis on l'a été. Puis j'espère le rester. Puis c'est un petit peu l'esprit de la jeunesse, là, on va dire. Tu restes jeune tant que tu avances d'échec en échec ou de tentative en tentative, d'itération en itération sans perdre ton enthousiasme. Puis c'est un petit peu la base de la communauté qu'on a essayé de bâtir ici au Québec, à Montréal, basée à Montréal, mais à travers le Canada en réalité, depuis à peu près une dizaine d'années avec Montréal New Tech. Écoute, je ne sais pas m'introduire, c'est… Tu as fait plein de choses, tu as fait tellement de communautés. En fait, tu as fait Montréal New Tech, mais tu as aussi lancé une compétition incroyable qui s'appelle le Coopératon. Exact. Donc, anyway, in a nutshell, comme Montréal New Tech, c'est une organisation à but non lucratif. Ça fait une douzaine d'années maintenant qu'elle est dans l'écosystème montréalais. Ça a commencé vraiment à l'époque où les startups n'étaient pas aussi sexy qu'aujourd'hui, là, on s'entend. Puis il fallait créer un safe space pour tous les gens qui sont impliqués dans tout ce qu'on parle de diversité, d'inclusion, etc. Là. Créer un safe space, c'était super important en 2008, back then. Là, on peut repenser à la crise des subprimes et ce que c'est les conséquences. Donc, créer un espace où les entrepreneurs qui n'ont pas les moyens des grandes compagnies, etc., puissent se retrouver, présenter leurs produits, se faire connaître, mais aussi créer un espace où tu peux juste être toi-même quelque part. Et donc, ça a commencé comme ça. On a organisé des hackathons, des career fairs, parce qu'évidemment, une startup n'a pas les capacités de se payer des services de headhunter. Aujourd'hui, c'est un peu différent, là, mais à l'époque, etc. Bâtir des équipes, etc. Et écoute, on peut entrer dans les détails si tu veux, mais grosso modo, ça a grandi la communauté à partir de là. Et là, aujourd'hui, on est à un peu plus de 10 000 dans cette communauté-là. Avec le temps, on s'est rendu compte que la commercialisation, aider les startups, aider les entrepreneurs ou aider les aspirants entrepreneurs ou les techies, là, parce que aujourd'hui, c'est rendu geek, c'est rendu cool, mais à l'époque, ça ne l'était pas forcément. Les amener entre eux et entre elles à travailler, c'était aussi les amener à communiquer ou à discuter ou à rencontrer des plus grands groupes et de pouvoir travailler avec eux, en fait. Parce qu'on ne parle pas le même langage. Tu sais, moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Là, tu es community-driven. Puis là, tu utilises juste le mot community. Là, tu parles à un grand groupe, puis il te dit, oh non, moi, je ne fais pas pour la charité. Moi, je veux de l'innovation. C'est comme, oh ouais, mais la communauté peut bâtir de l'innovation et va bâtir de l'innovation, mais dans un esprit communautaire. Et on mélangeait à l'époque, et donc, tu sais, le community, c'est pas forcément la Croix-Rouge et aider sur le terrain des gens défavorisés. Et on a besoin de la Croix-Rouge. Mais bâtir une communauté d'innovation, une communauté technologique, c'est un peu différent. Ouais, donc, en 2015, pardon, vas-y. Non, mais c'est hyper intéressant sur cette notion du mot communauté, parce que finalement, toi, tu as bâti évidemment des communautés, mais si on parle d'écosystème, est-ce que c'est vraiment encore un autre level, c'est un méta-level de la communauté? Parce que toi, en fait, tu n'as pas un membre idéal dans ta cantine numérique. Tu as les corpos, tu as les startups, et la friction de tous ces gens fait qu'il y a à un moment donné une communauté, mais en fait, c'est plus proche d'un écosystème, non? Absolument. Puis j'aime bien, tu sais, tu parles de méta ou de communauté ou autre. Je voudrais juste peut-être clarifier une chose, c'est que je n'ai rien bâti. Je n'ai rien bâti et ça serait très arrogant de ma part et très égocentrique et ça serait littéralement l'opposé des valeurs qu'on essaie de promouvoir. C'est faire partie d'un puzzle ou faire partie d'un bâti où tu es une pièce d'eux et tu essaies d'être le ciment ou appelle ça ce que tu veux, le lubrifiant ou appelle ça ce que tu veux. Là. Mais tu sais, c'est mettre des assises, c'est essayer de créer. Tu sais, on parle beaucoup, tu sais, on a justement, tu parles du Coopératon, qui est cette programme compétition d'innovation ouverte.
Puis, tu sais, on est dans nos bureaux ici à la maison Notman. Je pourrais te faire un petit tour si tu as envie, là, en virtuel, là, mais tu sais, c'est un espace qui est né en 2011. C'est un vieux bâtiment qu'on a retapé avec les gens d'une fondation et tu sais, on a peinturé ici il y a quelques temps. Le coopératon, c'est on crée un espace-temps où on amène des entrepreneurs, des technologistes, des chercheurs, des entreprises qui donnent des défis pour travailler ensemble pendant un mois et explorer des choses. Donc, j'ai rien qui facilite un peu de stratégie, on va dire là, puis surtout beaucoup de valeurs et des valeurs, tu sais, de créer du co-ownership, être proactif dans le give first attitude, avoir une sorte de servant leadership, et évidemment, ben, tu sais, get shit done, toujours et encore. Et donc oui, dans ton écosystème, c'est avoir, et tu as besoin de ces différents acteurs et actrices de l'écosystème et le faire de manière réfléchie. Et c'est là où le manufactured serendipity, c'est un truc qui revient souvent quand on en parle, c'est tu dois manufacturer la sérendipité ou faire en sorte de créer ces conditions gagnantes-là en créant un espace où il y a certaines valeurs. Certaines valeurs et donc des valeurs, ce que je disais tout à l'heure, là, c'est des valeurs de générosité partagée, des valeurs de ownership partagé, ne pas se mettre soi-même forcément de l'avant. Mais aussi de l'autre côté, c'est get shit done, under promise, over deliver, et travailler à valoriser autrui dans ces différences. Donc justement, tu sais, si tu as envie de créer un écosystème, il faut que tu amènes des grandes entreprises et que tu leur expliques, tu parles leur langage. Donc toi, tu deviens un traducteur. Tu sais, nous, on a la chance, là, vous les connaissez probablement, là, dans le cadre du coopératon, on a Deloitte, KPMG, Desjardins, qui est une grosse institution financière coopérative, Microsoft, etc. Là, vous pouvez aller sur coopératon. Je ne veux pas faire de la publicité, là, je ne suis pas là pour ça, mais vous pouvez checker ça. Donc, tu amènes tous ces grands groupes-là, tu essaies de les impliquer, leur expliquer, leur montrer la valeur de give first, de cette affaire-là de partage d'expérience et d'expertise, de donner du temps. Au-delà de l'argent, c'est du temps et de l'expertise qu'il faut accorder aux entrepreneurs. Mais de l'autre côté, c'est comment tu amènes des gens d'HEC, business, machin, avec des ingénieurs à ce qu'ils puissent se parler aussi, à partager un même langage et des mêmes ambitions autour de l'impact social, d'avoir de l'ambition autour d'innovation qui peut concrètement avoir de l'impact. Donc, c'est amener ce monde-là et créer les conditions pour qu'ils puissent et elles puissent se parler et elles puissent se faire confiance parce qu'à la base, c'est de la confiance quand même. Donc, c'est là la game, en fait. Pourquoi tu es ici? C'est parce que, en fait, il y a, depuis le Covid, beaucoup de… Bon, le mot communauté, il est utilisé dans beaucoup de situations aujourd'hui, et notamment parce que les gens ont cherché à recréer du lien en ligne. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça offre des possibilités de se parler sans prendre un billet d'avion. Et bon, c'est dommage, on ne fera pas de resto, mais en tout cas, mais du coup, ça permet de faire des liens plus faciles. Mais alors, du coup, des deux côtés, moi, je viens des deux mondes. Hein, j'ai fait les communautés physiques avec ce que tu vis toi, ce que tu as mis en place, les cowork, etc. Et je vis maintenant les communautés online, 100% remote. Et en fait, elles sont hyper complémentaires parce que les communautés physiques, elles sont très fortes dans le matchmaking des gens entre eux, ce qui est par définition la différence entre une audience et une communauté. Et la communauté, les gens se rencontrent, l'audience, pas du tout. Donc, les communautés physiques, tiers-lieux, etc., vachement fort là-dessus. Mais alors, du coup, une fois qu'entre deux événements, c'est très dur de garder en fait le rythme parce qu'on ne sait pas entretenir l'amour entre deux événements. Par contre, les communautés online, elles sont très fortes dans le fait, au fil de l'eau, de faire tout un tas de choses. Mais alors, elles sont très mauvaises dans le fait de se mettre en mouvement. Tu vois, il n'y a jamais de gros projet, tu vois. Il n'y a pas le coopératon, il n'y a pas le challenge de l'année. C'est les routines de la semaine. Tu vois, sur un meet-up de 17 à 18, c'est très cool. Mais du coup, il manque un projet commun, quoi. Et je trouve intéressant que toi, finalement, par exemple, sur Montréal New Tech, comment vous faites aujourd'hui en remote? C'est difficile? C'est pas difficile? C'est une bonne question. Écoute, rien n'est facile, mais rien non plus n'est super difficile. Dans le sens où, sincèrement, I don't mean it in a cute way, mais it's all about your values. C'est quand tes valeurs transparaissent, les gens, il y a de la résonance qui se fait. Et de manière très, très, très concrète, dans les actions qu'on a portées quand il y a eu la COVID, par exemple, on est passé d'activités, ce qu'on appelle les Creative Collisions, là, vous pouvez les checker aussi. C'était des activités qu'on organisait avec 150, 200 personnes, 4 ou 5 grands groupes,
des startups qui viennent présenter, des chercheurs. Donc, c'était conférences, table de travail où il y a des reverse pitch des grands groupes, des pitchs des startups et ensuite des kiosques, des espaces de réseautage où les gens peuvent comme développer et continuer leur relation d'affaires. Et en 2019, on avait commencé déjà avec Hopin, qui est comme aujourd'hui une compagnie assez grosse, là, mais à l'époque, ça ne l'était pas tant. Et donc, on a fait migrer ce format-là et on a itéré là-dessus pour que, au lieu de 150 personnes, on est passé à 800 personnes. Au lieu de faire des trucs géographiquement limités à Montréal, on est passé à travers le Canada. On a même eu des gens d'Allemagne qui sont venus, des compagnies, etc. Donc, on a fait de France, pas encore, mais écoute, en discutant, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et donc, de sortir de la géographie. Mais tout d'abord, c'était les valeurs qui nous ont rejoints. C'est celle de dire on veut encourager, aider la commercialisation d'entrepreneurs ambitieux qui ont une volonté d'impact social à travers de l'innovation concrète. Donc, ce message-là, qui était au-delà des mots, mais dans nos actions concrètes, a résonné avec des grands groupes qui voulaient se rejoindre. Donc, ça, c'était dans le passage du physique au virtuel. Au contraire, c'est devenu une force. Puis aujourd'hui, on est connecté justement avec à Séoul, Japon, whatsoever. Donc, ça, c'est vraiment le passage du volet événementiel. Le deuxième, puis pour continuer sur ton aspect de dire est-ce que c'est difficile de passer du physique au virtuel, c'est qu'il n'y a pas un virtuel, il y a multiples virtuels. Puis, c'est de la même manière qu'il y a des gens qui apprennent mieux en lisant, il y a des gens qui apprennent mieux en écoutant, il y a des visuels, whatsoever. L'autre, c'est de dire, virtuellement, il y a plusieurs manières d'impliquer ou d'intégrer les communautés. Donc, on a essayé plusieurs choses. On a fait un show qui s'appelait le Innovators Live. On a un groupe Facebook, il y a à peu près 10 000 personnes. Tu parlais tout à l'heure de ce qu'on fait dans le cadre de la plateforme en partenariat avec Desjardins, où je travaille aussi. On a bâti la plateforme Coopératon Global, qui est une communauté orientée autour de l'action, donc où les gens peuvent bâtir leur compagnie au sein de cette plateforme-là qui s'appelle Coopératon Global, et donc de rejoindre des défis, de répondre à des défis, de rejoindre des projets, etc. Donc, ça a été vraiment multi-parties prenantes, mais surtout et avant tout, c'est tirer des partenariats. Et ça, c'est vraiment mon troisième point, c'est oui, multi-vecteur, on va dire virtuel, mais le deuxième, c'est de rester dans la logique de partenariat, de travailler avec d'autres organisations. Comme là, on travaille vraiment, on implique tous les incubateurs, accélérateurs à travers le Québec et le Canada dans le cadre du Coopératon, leur donner à eux aussi du ownership, les valoriser, les aider à tisser eux et elles-mêmes des relations avec ces corpos, avec ces startups et créer une sorte de funnel. Donc, tu sais, comme je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui font du B2B sales ou autre là, qui sont avec nous là, mais tu sais, tu as ton funnel de conversion. Donc, tu vois, tu as un incubateur accélérateur, tu as un incubateur qui prend les startups à ce niveau-là. Tu as des gens qui veulent travailler avec les corpos un peu plus tard dans le funnel et tu as des gens qui veulent vraiment faire de la création ou tout ce qui était pré-hackathon ou hackathon. On essaie de tisser des relations avec les gens qui organisent des hackathons, avec les incubateurs, avec les pre-seed funds et bon, même les VC potentiellement. On n'y est pas encore tout à fait pour être honnête avec toi. Et donc, de leur montrer que ça fait du sens dans leur funnel, qu'eux, ils vont s'impliquer et qu'on va leur feeder. Mais pour qu'ils arrivent à feeder dans leurs propres intérêts, il faut qu'ils nourrissent le terreau fertile de l'écosystème dès le départ. Et donc, ça, c'est rassembleur, tu vois. Quand tu es comme nous tous, on peut nourrir ce terreau fertile-là et donc aller recruter, créer un momentum pour que les gens viennent dès le départ à s'engager dans cette communauté-là. Tu récupères les fruits par la suite. Mais pour pouvoir cueillir les fruits de ton écosystème, il faut que tu contribues au terreau fertile de l'écosystème from the get-go, en fait. Je sais pas si ça pas là. C'est ce que moi, en tout cas, je vois dans les modèles de communautés qui marchent un peu plus vite que les autres, c'est que sont des communautés qui sont développées en mode méta. Moi, j'aime bien cette vision de l'esprit, mais c'est de se dire, en fait, une communauté, c'est pas une somme d'individus, point barre. C'est pas comme ça. En fait, une communauté, c'est souvent un regroupement de micro-communautés. C'est souvent des gens qui ont déjà une communauté et qui fusionnent ensemble pour faire un commun qui va avoir un leverage de ouf, qui va faire que ce leverage, tu ne peux pas l'avoir autrement que si tu es dans la communauté. Et en fait, Vas-y, je te laisse finir. Non, c'est un peu ce que tu fais, quoi. C'est-à-dire, en fait, tout le monde vient avec sa propre tribu et on se dit, hey, on fait une band et on y va tous ensemble, quoi. Ouais. Mais c'est là où les valeurs sont importantes. Puis je reviens là-dessus, puis des fois, je fais chier mes équipes aussi, là, où je reviens aux valeurs. Mais si tu n'as pas les valeurs, tu n'as rien. Sincèrement, là, je te le dis parce que les mots, c'est facile. Puis vous, les Français, vous êtes vraiment très bons à bien parler.
mais c'est les actions qui parlent plus que les mots. Et je le dis pas de manière arrogante ou autre. Moi, je viens du Maroc, là, puis croyez-moi, on a lu nos Molières et nos Rabelais et compagnie, là, donc on sait bien parler aussi, là. Mais les paroles, c'est facile, c'est dans les actions. Et faire vivre tes valeurs, c'est dans les actions que tu dois les porter. Ce que tu dis, Alex, tu as tout à fait raison. C'est, chacun amène sa tribu, entre guillemets, et c'est réaliser qu'ensemble, on est… Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ben oui, collaborer, c'est dur. Amener différentes communautés et essayer de faire un méta, c'est dur parce que tu as des gens qui vont essayer de tirer la couette, t'as ça, t'as ci. Donc, il faut que tu vives tes valeurs. Et donc, dire aux gens, on amène différentes communautés, on ne va pas fusionner, on va garder nos individualités, on va se compléter l'un et l'autre, mais on va le faire dans l'action. Et ce n'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Parce que justement, tu sais, comme prends un coopératon, tu me parlais du coopératon, le coopératon ne serait rien sans tous les partenaires. Hacking Health, qui est une organisation à but non lucratif qui est en France aussi, et à travers le monde, a été une des cofondatrices du coopératon. Puis je le dis encore aujourd'hui, c'est propulsé par Desjardins, un grand groupe qui a donné de l'argent et des ressources. Il y a mes collègues ici qui sont là. Tu as un Montréal New Tech qui invite sa communauté, on va dire. Tu as d'autres, les incubateurs, tout le monde y met la main à la pâte. Puis il faut garder en tête que le coopératon, c'est un commun. C'est un espace-temps où on invite ces différentes communautés-là, on valorise ces différentes communautés et les leaders de ces communautés-là sont mis de l'avant. Ils n'ont pas Hacking Health. Hacking Health, OBNL majeur qui a aidé au coopératon à exister aujourd'hui. 5 ans plus tard, le coopératon est reconnu, mais cependant, les fondateurs étaient là, puis il faut s'en rappeler à tous les jours. Donc, c'est cette valorisation d'un autrui qui te permet de créer ton méta dont tu parles. Et là, ben, c'est là où le servant leadership est important. Puis, ce n'est pas forcément évident parce qu'on a tous un ego. C'est moi le premier. Tu sais, à mon ego, j'aimerais bien être reconnu, etc. Mais pour que tu sois bien reconnu, il faut que tu fasses reconnaître les autres qui travaillent avec toi et reconnaître leur travail, reconnaître leur contribution, parfois même au-delà de ce que eux et elles peuvent penser à elles-mêmes, en fait. Parce qu'une bonne communauté, c'est quand tu as des gens qui pensent plus à ta communauté qu'ils pensent à eux-mêmes et à elles-mêmes. Et donc, c'est toute une dynamique où tu dois travailler fort, under promise, over deliver, créer cet espace-temps de confiance où tu amènes des gens à contribuer, mais quand ils contribuent, et non pas dans une simple relation commerciale, mais quand ils contribuent, tu les valorises, tu leur crées des opportunités, tu leur amènes de la business aussi et tu fais grandir leur communauté à eux. Ben là, tu crées une sorte de galaxie, de planètes qui chacune… Tu permets à chacun en fait de retrouver le leverage, enfin de profiter en fait de l'effet de groupe. Mais ce qui est intéressant aussi dans la création d'événements comme le coopératon ou d'un projet communautaire, quel qu'il soit, ça peut être un média. Hein. Moi, je vois beaucoup ça aujourd'hui, les communautés deviennent des médias et les médias deviennent des communautés sur Internet. En fait, il y a un point focal entre les deux. C'est quand même dingue. Hein. C'est vraiment dingue. Pourquoi ? Alors, pourquoi je ne vais pas expliquer pourquoi, parce que j'en sais rien moi-même, mais ce que je peux, moi, observer, c'est que y a Malraux qui disait que… alors, attends, je fais mon intelligent, mais je prends la citation parce que pour moi, elle est magnifique. Non, prends la citation, elle a bien la quote. L'art peut t'aider à prendre conscience de la grandeur qu'on ignore en soi. Et en fait, ce que dit Malraux, c'est que l'art, ça peut te faire prendre conscience tout simplement de toi-même. Et moi, je trouve que les meilleures communautés sont des communautés qui ont des avatars de communauté et qui réfléchissent à créer leur avatar de communauté. Et un avatar de communauté, c'est un avatar qui montre que la communauté existe. Par exemple, un coopératon, quand ça se déroule, on voit la communauté vivre. Un média avec plusieurs chroniqueurs ou un community show comme on le fait là maintenant, où les speakers sont les membres de la communauté, quand tu turn your member as a speakers, eh bien, tu crées un avatar. Et en fait, il y a combien de communautés qui ne travaillent pas leur avatar ? Et quand tu ne travailles pas ton avatar de communauté, eh ben, tu n'existes pas quelque part. Même si tu fais des choses où tu existes aux yeux des gens qui le font. Mais c'est dommage parce que du coup, tu ne donnes pas aux autres à voir le fait que tu existes. Et le fait de se mettre en mode projet, de se dire les gars, on y va. Enfin, les gars, expression. On va faire tous ensemble, là, on est 150, on va faire quelque chose qui se donne à voir. Et bien, mine de rien, tu existes quand tu fais ça. Tu existes en fait aux yeux des autres, aux yeux de toi-même, aux yeux des membres qui ont envie de beaucoup plus s'engager. Et travailler cet avatar-là, je trouve que les communautés physiques, IRL, sont quand même beaucoup plus douées pour le faire que les autres. Quoi. Ah oui, c'est sûr. Tu as absolument raison. Puis je pense, comme tu le dis, tu vois, avoir une représentation, un avatar et le défi, je pense, c'est sûr que physiquement, c'est toujours un petit peu plus simple.
que virtuellement. Le défi, je pense, c'est dans la valorisation des membres de cette communauté-là et la valorisation de cet avatar, mais en même temps que cet avatar-là soit partagé. Et c'est dans la valorisation et le partage qu'il faut trouver cette balance-là. Puis finalement, le leader ou le servant leader de cette communauté-là est quoi au sein même de cette communauté? Ou dans cette, tu sais, tu parlais tout à l'heure de macro, d'un aspect un peu plus méta. C'est comment est-ce qu'il propulse cette communauté et cet avatar-là sans pour autant s'effacer dedans. Tu sais, tu parlais de l'art tout à l'heure, là, mais il faut, justement, c'est une affaire d'équilibre. Tu dois valoriser tes membres de communauté ou tes autres communautés si tu fais du méta. Exactement. T'effacer dedans parce que c'est aussi beaucoup d'énergie qui est donnée. Puis à some point, tu n'es pas un réacteur nucléaire non plus. Hein. Ouais, et alors je ne sais plus qui est-ce qui décrivait bien ce que tu dis là, mais il disait que l'important, c'est pas d'être le centre du cercle, c'est d'être le cercle lui-même. Et en fait, quand j'ai entendu moi ça, il faudrait vraiment que je retrouve le mec qui a dit ça, c'est que quand tu comprends ça, quand tu es community builder, tu comprends beaucoup de choses. Mais c'est au départ, par exemple, quand tu fais un produit, par exemple, un founder qui veut lancer un produit, une SaaS, n'importe quoi, en fait, il devrait commencer par faire ça. Mais c'est super dur parce que ça veut dire qu'il faut que tu mettes ton ego de côté, toutes les idées que tu as eues, tes hypothèses. Mais en fait, en vrai, quand tu commences quelque chose, il faut être le cercle, il ne faut pas être le centre du cercle. Parce que tu réunis les gens. Absolument. Puis par ailleurs, je crois, c'est un peu comme la Terre est ronde, là. Il y a un cercle qui est. C'est une infinité de points qui forment un cercle. Puis le centre du cercle est pas mal seul. Hein. Il occupe pas grand-chose parce qu'il est seul. Tu as parlé en vrai, puis il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé dans toute cette conversation-là, c'est authenticité. Puis je veux pas être le gars cute là qui utilise des termes authenticité, let's go. Mais réellement et concrètement, là, même si moi je pars un SaaS demain, puis qu'on se dit, tu sais, oui, je dois bâtir une communauté autour de mon SaaS, etc., etc. L'authenticité avec laquelle tu vas bâtir ta communauté, au-delà du fait que tu as envie de vendre de ton SaaS, etc., va faire en sorte que tu vas pouvoir la bâtir. Parce que c'est aujourd'hui encore plus qu'hier, là, où tout le monde est devenu un média. Puis là, tu parlais tout à l'heure de médias versus événements, versus canaux, versus distribution, versus bilatéralité. Et on peut en parler des mots en tant que tel, mais les individus sont devenus des médias. Et un rassemblement d'individus crée un nouveau média, etc. Du TikTok au Facebook jusqu'à in real life, comme tu disais. Et donc, l'authenticité est encore plus valorisée parce que tu n'as plus vraiment le droit Enfin, même si tu ne veux pas être authentique, ça va se savoir très rapidement. Et donc, le conseil même quand je travaille avec des startups, etc., c'est si tu n'es pas passionné par le volet communautaire, trouve quelqu'un qui l'est. Parce que oui, comme tu dis, Alex, ton SaaS a besoin d'une communauté pour vivre, mais il faut que tu sois authentique. Si ce n'est pas toi, trouve-toi quelqu'un qui l'est, qui y croit vraiment. Trouve-toi parmi les champions, tes premiers utilisateurs ou utilisatrices, des gens qui y croient vraiment, et qui veulent embarquer et qui sont surtout réellement genuinely authentiques dans leur démarche de bâtir une communauté. Ouais, bah écoute, non, mais merci en tout cas de venir partager tout ça. Je sais que ton expérience est consistante et c'est vraiment important qu'on continue les échanges entre francophones sur le sujet. Community building, c'est très anglais et c'est très dommage aussi. Alors c'est bien, on apprend plein de choses, la littérature, mais entre nous, on les a pas attendus pour faire des belles choses et je pense que les écosystèmes doivent se parler entre eux, qu'ils soient anglais, français, français, français. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est des partages d'expériences qui sont importants. Je vais te libérer. Je sais que voilà, on est en plein coopératon en fait, donc effectivement, malheureusement, puis pour ton audience aussi là, on pourrait s'étirer. Puis sincèrement, Alex, merci pour l'invitation. Je t'avoue, j'ai hâte de revenir, venir vous visiter, venir et voir justement bâtir des ponts parce que effectivement, la francophonie, on a une belle communauté. Ouais, on a un super terrain de community builder. Ouais. Et j'ai très hâte justement faire du community building entre les frontières, puis pouvoir prendre l'avion, venir, puis je m'en viens. Et réciproquement, hein, vous êtes bienvenus au Québec là, vos cousins français de l'Amérique du Nord. Et que ce soit pour des affaires comme le coopératon, mais aussi vos initiatives. Tu sais, Community Show, super belle initiative que de vouloir rassembler ces acteurs et actrices. Si vous cherchez d'autres personnes à partager leurs expériences, si vous voulez rentrer peut-être plus dans les détails même sur les différents canaux, comment on crée cette bilatéralité ou multilatéralité, comment on nourrit le terreau de l'écosystème pour mieux en cueillir les fruits, ça me fera vraiment plaisir d'échanger.
hors caméra, hors Oui. champ, juste en tête à tête, ça me fera très plaisir. Merci encore pour l'invitation. Bah, merci à toi, Elias. Allez, à très vite. Ciao. Ciao. Bon courage, Alex. Merci à toi.